Merci, ça fonctionne. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 8 octobre 2019. Merci pour votre présence. C'est toujours très agréable de voir que les citoyens participent à notre assemblée. Puis il y a beaucoup d'écoute aussi en ligne. C'est donc une bonne nouvelle. Alors ce soir, c'est une assemblée très spéciale pour moi, pour le conseil et pour la municipalité. C'est demain que se termine la première année de travail de notre directrice générale, Mme Sophie Charpentier, et que commence donc son nouveau contrat renouvelé. Alors, le conseil est donc unanime à lui offrir de poursuivre son excellent travail avec nous. Depuis un an, avec dévouement, perspicacité, rigueur, sensibilité et expertise, Mme Charpentier accompagne le conseil dans ses orientations de saine gouvernance, encadre les employés et consolide l'équipe, prend en charge plusieurs dossiers, dont plusieurs datent de quelques années, et surtout donne une direction claire et de plus en plus efficiente à la municipalité. Depuis plusieurs années, malheureusement, l'équipe municipale a dû conjuguer avec des situations difficiles au plan de la direction, dans un contexte où la municipalité est en transition et a grand besoin de vision, de stabilité et d'ancrage solide. À notre arrivée, nous, les membres du conseil municipal, avons dû mettre de côté plusieurs projets énoncés lors de nos campagnes électorales pour se concentrer sur la construction de bases administratives efficientes et mettant mieux en pratique et en valeur le potentiel de notre belle équipe municipale. Depuis, les quelques départs d'employés, la croissance du village, les grands projets des derniers mois rendent plus complexe cet effort de consolidation administrative, mais nous y parvenons graduellement, entre autres grâce à l'excellent travail de Mme Charpentier. Je pense que vous pouvez vous-même le constater chaque mois lors de nos assemblées publiques, mais aussi lors de vos rencontres avec elle, car elle a rencontré de nombreux citoyens, autant à la mairie que dans les activités qu'elle est souvent présente. Avec elle, nous obtenons des réponses claires et objectives grâce à son excellente connaissance du milieu municipal, des lois et des règlements. Nos rencontres sont bien planifiées et préparées. Le suivi des dossiers en cours est à jour. Elle a rétabli une relation de confiance avec le ministère des Affaires municipales. Elle a réglé plusieurs griefs. Elle a révisé et mis en place de nouvelles méthodes de travail plus efficaces et qui permettent de meilleures redditions de comptes, autant au conseil qu'à vous, les citoyens de la ville. Et je pourrais continuer. Merci, Mme Charpentier, d'être à l'écoute du conseil, des employés, des citoyens et de notre village si particulier. D'être à l'écoute et de comprendre nos besoins et de tout mettre en œuvre pour y répondre autant que possible. J'aimerais aussi revenir pour remercier la communauté pour la réponse absolument extraordinaire et émouvante lors de la cérémonie à la mémoire du jeune Jules Boutin, très très apprécié de la communauté et de sa famille. Alors merci d'avoir été présent, ce fut vraiment une soirée extraordinaire, spontanée et pleine d'empathie et d'amour. Alors merci. En ce qui concerne certains suivis de dossiers, pour l'école, il y a eu des analyses de sol. Il y en avait déjà eu pour la conformité du terrain. Maintenant, on a fait les analyses finales et on devrait avoir des résultats cette semaine ou la semaine suivante. En ce qui concerne le rapport qu'on a fait suite à la consultation, il est terminé, il est en révision, donc il va être disponible en ligne d'ici la fin octobre. Ce sera publié et ce sera envoyé aux gens qui ont participé à la consultation. Sinon, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des travaux qui ont été faits à la patinoire. On a finalement terminé la fondation. Maintenant, dans les prochaines semaines, il va y avoir des bandes qui vont être installées, ainsi que le grillage. Tout ça dans le but d'améliorer la surface et toute la sécurité lors des pratiques de hockey. Et j'avais aussi... Je ne sais pas, j'espère que je ne volerai pas le scoop de certains conseillers. Hey, quelqu'un qui parle du forum des aînés? Ah, non, vas-y. Oui? OK.
Ce 18 octobre, il y a donc le Forum des aînés auquel tous les aînés de 50 ans et plus sont invités. Il va y avoir une journée de discussion, c'est tout en ligne, les informations. Et en soirée, tout le monde est invité à la soirée d'ensemble qui est organisée par les Valeureux. Et le lendemain, le samedi à 13h30, il y a le film Le vieil âge et l'espérance de Fernand Danseau qui va être présenté ici à la municipalité. Marathon? Des bonnes du partage, les résultats du projet de partage. Je peux en parler à ton nom des conseils. Donc, on va poursuivre avec l'ouverture, la suite de l'Assemblée et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Effectivement, on va modifier l'ordre du jour. On va ajouter le point 2.6 concernant la nomination de l'officier municipal et on va retirer le point 5.9. C'est de ça qu'on discutait juste avant le début de l'Assemblée. Donc on ajoute 2.6 et on retire 5.9. Un proposeur? Je propose. Monsieur de Montfou, c'est adopté. J'en profite pour dire que Mme Paquin ne pouvait malheureusement pas être présente. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 septembre et de la séance extraordinaire du 17 septembre. Alors, les élus en ont reçu les copies 72 heures avant la présente séance. Et on va donc proposer l'adoption des procès-verbaux. Parfait. Merci. Les certificats de crédit en 1.4. Donc ici, il s'agit des résolutions pour lesquelles on engage le crédit budgétaire de la municipalité. Donc, pour vous dire que pour cette résolution, nous avons les crédits budgétaires pour ces dépenses. En 2.1, nous avons une entente de service avec la Croix-Rouge en ce qui concerne les sinistres et l'intervention de la Croix-Rouge. Attendu la nécessité de prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens advenant un sinistre, notamment en vertu de la loi sur la sécurité civile et du code municipal, attendu que la municipalité soit signée une entente avec la Croix-Rouge afin d'obtenir certains services advenant un sinistre et dans le but d'établir les paramètres de collaboration en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées. Attendu le projet d'entente de service entre la Croix-Rouge et la municipalité, vous avez une proposition à l'effet d'autoriser la mairesse, la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'entente et tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Un proposeur? Parfait, merci. Nous avons une annulation des constats d'infraction en 2.2. Donc, attendu la recommandation de Maître Nadia Jamienson, procureur de la municipalité à la Cour municipale, d'annuler les constats d'infraction 2018-581 et 2018-670. Vous avez une proposition à l'effet d'annuler ces constats d'infraction. Un octroi de contrat pour un consultant de la construction de la nouvelle bibliothèque. Attendu que la municipalité souhaite être conseillée et accompagnée par un consultant dans le cadre du projet de construction de nouvelle bibliothèque municipale. Attendu la réception de l'offre de service et de la soumission de l'entreprise Avisar. Vous avez une proposition à l'effet d'octroyer le contrat de consultant à Avisar conformément à l'offre de service et à la soumission présentée. D'autoriser la directrice générale et les secrétaires trésorières à signer tout document pour donner effet à la présente résolution et d'autoriser une dépense de 2562,50 plus taxes pour l'année 2019 par même le poste budgétaire 03 310 12 00. Je propose. Monsieur de Montfou, c'est adopté. Tel que requis par le Conseil du ministère de la Culture, nous devons être accompagnés pour le projet de bibliothèque. Et c'est donc Monsieur Michel Desjardins de Avisar qui va nous accompagner. Il a beaucoup d'expérience en construction, aménagement de bibliothèque. Il va donc faire relever les besoins et accompagner le projet tout au long de sa réalisation. Ouais. Donc, techniquement, selon la requête du ministère, c'est un accompagnement pour la création du plan fonctionnel. Parce que dans le fond, la première étape, là, on a présentement une entente de principe. Puis pour aller avec l'entente, l'accord,
financement de la bibliothèque, on doit déposer un programme fonctionnel et technique. Donc là, c'est la première étape qu'on doit. L'entente avec la Ministère, c'est une subvention de 60 des coûts de réflexion de la bibliothèque. En 2.4, c'est un soutien que le Conseil offre à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans ses démarches. Attendu que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est poursuivie par une société minière pour la somme de 96 millions de dollars suivant l'application de sa réglementation et l'adoption d'un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire et du principe de précaution visant à protéger l'eau, l'environnement et la qualité de vie des citoyens. Attendu que les frais de défense de l'expertise de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge représentent un fardeau financier important pour ses citoyens. Attendu que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de sociofinancement Solidarité GSLR, que vous pouvez consulter sur leur site solidaritégsfr.ca, afin d'aider à financer ses frais de défense, d'expertise et de sensibilisation avec l'objectif de recueillir 200 000 $ en dons et d'obtenir le soutien des municipalités du Québec. Attendu que le résultat de cette outil peut avoir des multiples répercussions sur toutes les municipalités du Québec, vous avez une proposition à l'effet de soutenir les citoyens, les employés et les élus de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige, d'accorder une aide financière de 250 $ à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le cadre de sa campagne de sociofinancement et de payer cette dépense à même le budget d'opération. Je propose. Alors que souvent les municipalités, on est un peu pris lorsqu'on veut protéger nos citoyens, il faut respecter certains règlements, certaines lois. Et c'est une entreprise donc de vente ouverte qui poursuit la municipalité de 2800 personnes pour avoir modifié son règlement de zonage et pour mettre fin à l'exploitation d'une carrière de marbre. Alors c'est important de démontrer que les municipalités sont aux premières loges pour connaître les besoins de nos citoyens et de les défendre lorsque c'est nécessaire. Alors, c'est vraiment une solidarité. C'est Alice Rouge qui avait dit la même démarche. Alors, c'est important d'être solidaire avec ces décisions municipales. En 2.5, nous avons l'autorisation que je participe à des événements. En fait, j'ai déjà participé au grand bal de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe qui a eu lieu le 9 février 2019, mais il n'y avait pas eu de résolution qui avait été votée en ce sens. Alors, on corrige l'erreur et on vient expliquer le fait que j'ai participé, qu'il y a eu des frais de 97 et 73 dans le temps couru. Et je vais participer au nom du Conseil au prochain souper de la Fondation médicale des Laurentides le 17 octobre. Donc, il s'agit, la proposition est à l'effet d'autoriser Mme la mairesse à participer aux événements et de ratifier et d'autoriser une dépense de participation de 97 et 73 taxes incluses et une dépense de participation de 200 $ plus taxes à même le budget d'opération. Le propos. M. Chiasson, c'est adopté. En 2.6, c'est le point qui est ajouté, à savoir qu'on va nommer des officiers municipaux. On en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle inspectrice. Vous savez que le poste d'inspecteur était vacant depuis plusieurs semaines. On a eu un inspecteur par intérim pendant quelques jours, mais le service d'urbanisme a dû compenser pour cette absence-là. Alors, on a finalement, aujourd'hui même, entériné l'embauche de Mme Pascal Bouchard et il y a aussi M. Francis Beaulieu. Oui, alors voilà, c'est M. Francis Beaulieu qui occupe le poste actuellement d'adjoint à l'urbanisme de l'inspection de façon temporaire, que Mme Patricia Bouchard occupera ce poste dans les prochaines semaines. Attendu que seuls les officiers municipaux sont autorisés à effectuer des inspections et à émettre des permis, vous avez une proposition à l'effet de nommer M. Francis Beaulieu et Mme Patricia Bouchard à titre d'officier municipal pour la période où ils occuperont le poste d'adjoint à l'urbanisme, volet inspection. Je propose. Mme Forget, c'est adopté. Nous passons maintenant à la section Finances et Trésorerie avec la ratification du journal des déboursés de la municipalité. Donc, les chèques ce mois-ci s'élèvent au montant de 470 972,44 $. Donc, vous avez une proposition à l'effet de ratifier le journal de décaissement pour la période du 1er au 30 septembre 2019. Je propose.
Madame Forget. Adopté à l'unanimité. En 3.2, nous avons les règlements d'emprunt 501 et 726. Donc, les deux prochaines résolutions, c'est un peu pour le même objet, mais le ministère nous oblige à adopter les deux résolutions distinctement. Et puis, je vais lire textuellement, mais vous expliquer ce que c'est exactement. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, le village de Val-David souhaite emprunter par billet pour un montant total de 268 200 qui sera réalisé le 15 octobre 2019, réparti comme suit. Pour le règlement d'emprunt 501, 83 200 et pour le règlement d'emprunt 726, 185 000. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 726, le village de Val-David souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que le village de Val-David avait le 21 mai 2019 un emprunt au montant de 83 200 sur un emprunt original de 154 900 concernant le financement du règlement 501. Attendu qu'en date du 21 mai 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé, que l'emprunt par billet sera réalisé le 15 octobre 2019, inclus les montants requis pour ce financement. En conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 501. Vous avez une proposition en effet que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 octobre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit en 2020, 32 200, 2021, 33 100, 2022, 33 900, 2023, 34 900, 2024, 35 700 et 2024 à renouveler, le montant sera de 90 400. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 726 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, compté du 15 octobre 2019, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Et que compte tenu de l'emprunt par billet du 15 octobre 2019, le terme originel du règlement d'emprunt 501 soit prolongé de 4 mois et 24 jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait un règlement d'emprunt qui était déjà financé pour l'instant, qui était le numéro 501. C'était pour le financement du chalet Anne Piché. Et là, il nous reste un montant à financer. C'est comme quand on hypothèque sa maison, il va par un terme. Ici, on va les termes de 5 ans, au règlement d'emprunt, nos hypothèques finalement. Donc là, il nous reste un 83 200 à payer. Et pour le règlement 726, lui, c'est le règlement c'est un règlement parapluie pour l'amélioration des bâtiments municipaux. Donc, c'était un règlement qui totalisait 185 000 $. Et là, on n'était pas encore en financement pour ce montant-là. Donc, on l'ajoute ici dans les billets qu'on va chercher là, pour les financer. Quand on dit qu'on vient changer, dans le fond, le terme du règlement qui est plus court que celui originalement fixé, c'est que quand on retourne en financement, le ministère nous oblige à modifier le règlement d'emprunt d'origine, parce que le règlement était fait peut-être sur 20 ans, 25 ans. À chaque fois qu'on va en financement, là, il faut qu'on adopte cette résolution-là pour dire qu'il n'en reste plus 25, il en reste 5, il en reste 4. Donc, là, on vient dire combien à chaque année on va rembourser. Donc, en 2024, ça va être renouvelé. Il va rester le 400 qui a renouvelé. Ce qui va rester, ça va être sur le règlement 726, parce que le 501, on va refaire ce manifeste-là en 2024 pour le règlement 726. Ouais. Et en 3.3, c'est en lien avec ça. C'est Et en 3.3, c'est donc en lien avec ça, c'est l'octroi de d'émission des billets. Donc, dans le fond, c'est que le ministère va, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, ils vont en soumission pour nous, pour la vente d'une émission de billets, datée d'aujourd'hui, le 15 octobre 2019, au montant de 268
200, donc ils sont allés en appel d'offres pour nous. Tandis qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les 2 soumissions reçues, c'est la Caisse populaire des jardins de Saint-Agathe et la financière Banque nationale. Et donc, attendu que le résultat du calcul du coût réel indique que la soumission présentée par la Caisse populaire des jardins de Saint-Agathe est la plus avantageuse, vous avez une proposition à l'effet que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long du produit. Que le village de Val-David accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire des jardins de Saint-Agathe pour son emprunt par billet en date du 15 octobre 2019, montant de 268 200, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 501 et 726. Ces billets sont émis au prix de 100 $, chaque 100 $ nominal de billets échéant en série de 5 ans. Et que le billet capital et intérêt sont payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. Merci, M. Giasson. C'est adopté. Merci beaucoup. En 3.4, nous avons l'adoption des prévisions budgétaires 2020 pour l'année 2020 pour la régie incendie des monts. Alors, les 2 prochaines résolutions, ce sont des régies intermunicipales, c'est-à-dire que les municipalités se mettent ensemble pour offrir le service pour organiser, en ce qui concerne la première résolution, c'est la régie des incendies. Donc, c'est la régie qui est responsable de tout le service des incendies. D'ailleurs, en ce sens, cet été, on a changé notre règlement pour les feux et qui est maintenant sous la responsabilité de la régie des incendies. Alors, pour les prévisions budgétaires, chaque municipalité membre des régies doit adopter le budget. C'est ce qu'on fait ce soir, puis ensuite c'est adopté par la régie. Attendu que la régie incendie des monts a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2020 lors de son assemblée ordinaire du Conseil d'administration du 5 septembre 2019, que conformément à l'article 603 du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par au moins les 2 tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie. Vous avez une proposition à l'effet d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année 2020 de la régie incendie des monts pour un montant total de 2 149 780 $. Si je peux. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, si je peux ajouter un supplément d'information sur le 2 150 000 $, la quote-part de Val-David représente 21,5 %, ce qui représente pour le budget 2020 399 000 $. Ça représente une hausse assez importante pour notre municipalité car le budget de la quote-part en 1999 était de 335 000 $. Les principales raisons de la hausse pour Val-David ne sont pas en lien direct avec le budget, mais plutôt en lien avec l'entente de création de la régie. La première raison est l'augmentation significative de notre population, combinée à une baisse pour Saint-Agathe-des-Monts et le reste des autres municipalités membres. La population est relativement stable. Ça fait donc en sorte que Val-David se ramasse avec une plus grande partie du budget à assumer. La deuxième raison est la diminution de l'effet net suite à la mise en commun des équipements de la création de la régie. Ça fait donc un manque à gagner pour Val-David pour cette année de 9 000 $. Et l'autre raison de la hausse, c'est l'augmentation du budget global de la régie qui se répercute sur l'ensemble des municipalités membres. Avec l'arrivée progressive de la garde interne en caserne afin de réduire les temps d'intervention, l'augmentation des visites préventives afin de diminuer les risques sur le territoire et le programme de revitalisation de la flotte de véhicules et des équipements, ça fait en sorte que le budget de la régie a subi une hausse globale d'environ 10 %. Je propose. Merci. C'est adopté. Alors, M. de Montigny est notre représentant au conseil d'administration de la régie des Monts et également à la régie intermunicipale des Trois-Lacs, dont nous adoptons le budget en 3.5. Attendu que la régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 18 septembre 2019 ses prévisions budgétaires pour l'année 2019, lesquelles totalisent 2 410 268 $. Attendu que les prévisions budgétaires adoptées par la régie intermunicipale des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les 2 tiers des municipalités dont le territoire
est soumis à sa juridiction. Vous avez une proposition à l'effet d'adopter les prévisions budgétaires de la RDL pour l'année 2020. Si je peux encore me permettre un supplément d'information. Donc, sur le budget total de 2 400 000, la quote-part de Val-David représente environ 392 000. Pour le budget 2020, ça représente une baisse de 15 000 par rapport au budget de 2019. Donc, notre coût à la pompe va passer à 104,97 en 2020, contrairement à 108,91 en 2019. Il y a trois principales raisons de la baisse. Il y a l'arrivée de Val-Morin dans la région intermunicipale qui permet de répartir les coûts sur un plus grand nombre. Diminution du nombre de collectes destinés à l'enfouissement. On va tomber à 16 ou à 18 collectes. Et diminution du budget des communications. Donc, c'est la raison, les trois raisons principales de la baisse. C'est ce que vous proposez? Et je propose. C'est adopté. Donc, la région intermunicipale de Trois-Lacs est responsable de la collecte. Nous avons eu, dans la ville de Juin, la régie l'an dernier. Donc, on est desservi par la RDL depuis ce temps-là. Et on est membre d'une troisième régie, la régie intermunicipale de l'Échelle de la Rouge, où on fait l'enfouissement de nos matières. Nous sommes maintenant rendus au point des travaux publics. En 4.1, nous avons une autorisation de paiement pour des parages d'hiver. À la session dernière, nous avions reporté l'adoption pour le paiement final des travaux au 7e rang parce qu'on se questionnait sur des interventions qui ont été faites dans les fossés. Je vais juste résumer que ce qui avait été demandé pour les fossés, c'était de l'ensemencement, ce qui a été fait en premier lieu. Suite à de fortes ondées, à de fortes pluies, l'ensemencement qui avait été fait a été lessivé. Donc, il y a eu une analyse de la situation par nos ingénieurs de la direction des travaux publics. Et la conclusion, c'était que finalement, la meilleure façon de faire en sorte que les fossés ne s'effondrent pas, qu'il n'y ait pas d'érosion, c'était d'empierrer certaines sections. Alors, on a choisi la durabilité au détriment d'un certain esthétisme. C'est pour ça qu'il y a certains segments des fossés qui sont empierrés. Mais suite au constat que ce sont les recommandations des ingénieurs et que c'est un choix finalement qu'on a fait d'aller vers la durabilité. On va de l'avant avec le paiement final de ces travaux-là, ainsi que d'autres qui ont été faits. Donc, on libère. On a entendu la recommandation de M. Jean-Pierre Dufort, ingénieur de la firme Équipe Laurence, relativement à la réception finale des travaux et au paiement de la retenue spéciale pour le pavage de divers coûts. Vous avez une proposition à l'effet d'autoriser le paiement final et la libération de la retenue spéciale pour la somme de 96 708,60 taxes incluses à l'entreprise Unirob Construction, en même que le fonds prévu au règlement d'emprunt numéro 716, le tout conditionnellement à la réception de la déclaration statutaire, la lettre de la CNESST et de la CCQ de l'entreprise. Je propose M. Giasson. Je précise tout de même que suite à justement les recommandations de notre ingénieur, il y a des travaux correctifs qui ont été effectués sur cette séquence, donc des sections du pavage qui ont été refaites par l'entreprise. En 4.2, on annule malheureusement un appel d'offres qui avait lieu pour le prolongement de l'aqueduc et de l'égout sur la 117. Alors, je vous avais annoncé ce printemps qu'il y avait des travaux qui n'ont malheureusement pas eu lieu. On va expliquer pourquoi. Attendu que les entreprises Claude Rodrigue a remporté l'appel d'offres 2019-002 et s'est vu octroyer le contrat pour le prolongement de l'égout sanitaire et de l'aqueduc sur le chemin de l'Ermitage et la route 117 en vertu de la résolution 19-03-072. Attendu que le 7 août 2019, la Régie du bâtiment du Québec a restreint la licence de l'entreprise, lui interdisant de soumissionner ou d'exécuter un contrat public. Attendu que le 7 août 2019, l'Autorité des marchés publics a inscrit l'entreprise au registre des entreprises non admissibles au contrat public, attendu que les soumissions des autres soumissionnaires sont expirées. Vous avez une proposition à l'effet de résilier l'appel d'offres 2019-002, tout en conservant les droits et recours de la municipalité envers l'entreprise. Merci, M. de Montigny. Alors, c'est malheureusement un délai qui continue suite à ça, donc ça va aller au printemps prochain avant qu'on puisse enfin
faire les travaux sur la 117, c'est devant le garage municipal et la station-service. Finalement, en 4.3, on achète un véhicule Ford pour la flotte des travaux publics. Attendu l'appel d'offres public sur invitation 2019-008 concernant l'achat d'une camionnette Ford F-150 4x4 2019-2020 et la reprise d'une camionnette Ford F-150 2x4 2019. Attendu l'ouverture des soumissions le 4 octobre 2019. Attendu la réception d'une seule soumission de vente Ford Elite 1978 au montant de 31 112,55. Attendu la vérification de la conformité de la soumission reçue, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la soumission de vente Ford Elite 1978 comme étant conforme, d'octroyer le contrat à vente Ford Elite au montant de 31 112,55, taxes incluses conformément à la soumission reçue, et de payer la dépense à même le fonds de roulement et de la rembourser sur 7 ans. Monsieur Giasson, c'est apprécié. En 5, nous avons les points d'urbanisme et d'environnement et on débute avec la démission d'un autre membre du CCI. Attendu que M. Jason Stocks a remis sa démission à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la démission de M. Jason Stocks en date du 1er août 2019 et de remercier M. Stocks pour son implication citoyenne auprès du CCI. Madame Franchet, et du coup, on avait été en appel de candidature pour avoir de nouveaux membres au comité et on peut donc procéder ce soir à la nomination de 2 nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme. Alors, nous avons reçu leur lettre et en fait, nous avons eu plusieurs candidatures et le conseil a arrêté son choix sur 2 citoyens qui possèdent beaucoup d'expérience en termes d'urbanisme, de CCU et d'aménagement du territoire. Attendu qu'il y a lieu de combler des postes vacants au sein du CCI. Attendu l'appel de candidature effectué au courant du mois de septembre dernier. Vous avez une proposition à l'effet de nommer Catherine Jarnon et Jean-Luc Gagnon, membres du CCI, pour un mandat de 2 ans à compter de l'adoption de la présente résolution. Je propose. J'aimerais souligner que Mme Jarnon a une maîtrise en design urbain. Elle a un baccalauréat en architecture du paysage. L'autre qu'on a sélectionné, c'est un urbaniste aussi dans une municipalité. Alors, on trouvait que l'apport des 2 va être vraiment intéressant. Et on a un temps, là? Deuxième. Oui. C'est adopté. Nous avons en 5.3 une demande d'aménagement pour un terrain au 1935 sur la route 117. Donc, pour le prochain point, c'est-à-dire 5.3 jusqu'à 5.7, vous avez reçu la recommandation du CCI suite à leur analyse lors de leur rencontre du 16 septembre 2019, donc je ne vais pas le répéter à chacune des résolutions, si vous me permettez. Attendu la demande déposée le 26 août 2019 pour un projet d'aménagement de terrain au 1935 route 117. Attendu qu'une attention particulière est apportée à l'aménagement paysager des stationnements localisés en cours avant ou visibles de la route 117. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Vous avez une proposition à l'effet d'accepter la demande d'aménagement de terrain numéro 2019-000-63. Je propose, Mme Forget, adopté en 5.4, une demande d'enseigne au 1362 rue de l'Académie. Attendu la demande déposée le 10 septembre 2019 pour un projet d'enseigne au 1362 rue de l'Académie, que l'enseigne présente des couleurs sobres et de des tons harmonisés, que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Vous avez une position à l'effet d'accepter la demande d'enseigne numéro 2019-00-54. Je propose. Mme Forget est adoptée en 5.5 une demande de rénovation au 1262 rue de l'Académie, Jean-Baptiste Dufresne. Donc, c'est une demande déposée le 30 août 2019 pour un projet de rénovation. Attendu que les couleurs utilisées pour les revêtements de pavement extérieurs sont dans les teintes naturelles sobres et d'une tonalité compatible, que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Vous avez une proposition à l'effet d'accepter la demande de rénovation numéro 2019-00-64. Je propose. Mme Forget propose et c'est adopté.
en 5.6, une construction au 1355 rue de la Sapinière. Donc, c'est une demande déposée le 9 août 2019 pour un projet de construction d'un abri d'auto. Attendu que le traitement des constructions accessoires s'harmonise avec le traitement architectural du bâtiment principal, tant au niveau des matériaux, des formes et volumes, ainsi que des couleurs. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur le PIA, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la demande de construction numéro 2019-0065. Je propose, Mme Projet, d'adopter. En 5.7, une demande de dérogation pour le même projet de construction, à savoir le 1355 rue de la Sapinière. Donc, c'est pour permettre l'empiètement d'un bâtiment accessoire, donc l'abri d'auto, de 0,75 mètres dans la marge de recul avant secondaire, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul avant secondaire de 1 mètre. Puisque c'est une demande de dérogation, je vais demander s'il y a des personnes dans la salle qui ont des informations à faire part au conseil au sujet de cette demande. Non, alors on va poursuivre. Donc, la proposition que vous avez est à l'effet d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2019-0066. Monsieur Giasson, c'est adopté à l'unanimité. Et nous avons, pour finir, en 5.8, puisque 5.9 a été enlevé, une session pour fin de parc au lot 2 988 821 rue Ernest Rousseau. Donc, c'est suite à la demande d'un permis de lotissement, donc qui a été déposé pour un lot situé sur la rue Ernest Rousseau. Attendu que le conseil municipal doit se prononcer quant à la session pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel exigé en vertu du règlement de lotissement. Une cession doit être versée en argent représentant 10 de la valeur de l'immeuble visé ou en terrain représentant 10 de la superficie totale de l'immeuble visé. Attendu que la cession pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel est une condition à l'émission du permis de lotissement. Vous avez une proposition à l'effet d'accepter la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis numéro 2019-113 pour la cession à des fins de parc de terrain de jeu et d'espace naturel représentant un montant de 9500 mètres. Et de préciser aux demandeurs que la présente résolution ne l'exempte pas d'obtenir les derniers certificats d'autorisation requis le cas échéant. Monsieur Giasson, en loisirs culture, nous avons en 6.1 une autorisation pour une signature de bail. Attendu la demande de location d'un espace par M. Jesse Brisson pour l'entreposage de la Zamboni lui appartenant et servant à l'entretien du bâtiment. Attendu l'espace disponible à la caserne d'incendie. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture. Vous avez une proposition à l'effet d'accepter de louer une partie de l'ancienne caserne d'incendie à M. Jesse Brisson au tarif de 250 $ par mois et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer un contrat de location et tout autre document permettant de donner effet à la présente résolution. Monsieur Demontier, c'est adopté. En 6.2, une autorisation pour. 6.2 et 6.3, ce sont deux autorisations pour le parc régional. Alors, 6.2, une réparation de sentiers. J'en profite pour dire que le parc régional est utilisé à son plein potentiel et qu'on met beaucoup dans les travaux de réparation et de mitigation de l'érosion. Donc, attendu la nécessité de réparer le sentier numéro 11 du parc régional de Val-David-Valmorin endommagé par l'érosion et le ruissellement, attendu le rejet de la demande de financement adressée au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité plein air, attendu pour ce sentier, attendu l'importance d'agir avant l'arrivée de l'hiver, attendu la recommandation du directeur du parc régional secteur du Pin, vous avez une proposition à l'effet d'autoriser une dépense de 6 000 $ taxe incluse pour la réparation du sentier, conformément à ce qui précède, à même le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Monsieur Séguin propose. Donc, également, j'aimerais mentionner que depuis quelques semaines maintenant, le parc régional en fait partie du créneau accord de tourisme Laurentide. Le créneau accord, c'est un volet de tourisme Laurentide qui est financé par le ministère de l'Innovation, de l'Économie et de l'Innovation. Et dans le volet accord, on travaille avec l'organisme Oranos des changements climatiques, en ce qui concerne les changements climatiques. Donc, on est un des 4 parcs de la région des Laurentides à
à être sensibilisés, mais surtout à être formés pour faire de l'entretien de sentiers à long terme dans le cadre des changements climatiques. Donc, une meilleure gestion d'érosion et des eaux de ruissellement. Donc, on est très fiers de faire partie de ce projet-là et ça nous permet de mieux se former pour faire des réparations de sentiers. En 6.3, nous avons une autorisation en lien avec le PSSPA, c'est un programme de subvention pour la mise à niveau du sentier numéro 15 de la Césaire. Donc, c'est pour la mise à niveau justement du sentier de ski numéro 15 pour permettre une utilisation estivale. Attendu l'obtention d'une subvention de 30 297,48 pour dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air 2018. Attendu que la subvention est conditionnelle à une participation financière de 20 par la municipalité. Attendu la recommandation du directeur du parc régional du secteur du Fin. Vous avez une proposition à l'effet d'autoriser une dépense de 7 574,37 taxes incluses, conformément à ce qui précède, à même le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Merci, M. Séguin. C'est adopté. Dans le cadre de ce projet-là, ce qui est bien avec ça, c'est que la Césaire était de toute façon utilisée en période estivale par des randonneurs et par le vélo. En l'ouvrant officiellement, ça nous permet, avec ce programme de subvention-là, puis la contribution municipale, de faire des aménagements pour protéger les secteurs qui sont plus fragiles. Donc, il y avait certains milieux humides, alors il y a des passerelles qui vont être aménagées, donc ça nous permet de mieux protéger ce sentier-là qui fait partie de la réserve naturelle et donc qui a une mission de protection du milieu. En 6.2, les questions, ça va venir après. Sinon, en 6.4, une occupation du domaine public avec l'opération Mer Rouge. Pour l'opération Mer Rouge. Attendu la résolution 1906-176 autorisant la tenue d'un barrage routier au coin des rues Jean-Baptiste Dufresne et de l'Église le 10 novembre 2019 entre 7h et 18h pour permettre à l'organisme Opération Mer Rouge des pays d'en haut de solliciter des dons. Attendu que l'organisme souhaite également tenir un barrage routier au coin de la 117 et de la rue Morin au même moment et pour les mêmes raisons. Attendu que l'organisme assurera la sécurité et la visibilité des bénévoles et participants, notamment pour l'installation de cônes afin de créer un périmètre de sécurité. Vous avez une proposition à l'effet d'autoriser la tenue d'un barrage routier au coin de la rue 117 et de la rue Morin le 10 novembre 2019 entre 7h et 18h pour permettre à l'organisme Opération Mer Rouge des pays d'en haut de solliciter des dons. Cette autorisation est conditionnelle à ce que l'organisme transmette à la municipalité l'autorisation du MTQ pour la tenue de l'événement à cet endroit. Monsieur Demonty, c'est adopté. En 6.5, notre programme d'aide financière, c'est notre programme d'aide financière aux organismes et aux individus, donc on vient octroyer un soutien financier dans le cadre du CADAF. Attendu les demandes de soutien reçues des divers organismes, attendu la rencontre du comité d'analyse des demandes de soutien financier du 24 septembre 2019 et les recommandations qui en découlent, vous avez une proposition à l'effet d'autoriser le versement de 500 $ à la Maison des Jeunes de Saint-Adèle pour Opération Mer Rouge, à même le Fonds général, d'autoriser la tarification du chalet du Lac-Pantin au groupe de discussion Val-David au montant de 12,50 $ par utilisation pour une période de 1 an à compter de la date de la présente résolution, d'autoriser l'utilisation de la salle communautaire sans frais à la troupe de théâtre citoyen Nicole Vézina et 20 le 21 décembre 2019 pour la présentation de la pièce Le cadeau de M. Trousse, et d'autoriser l'utilisation de la salle communautaire sans frais au groupe Stop 5G le 15 octobre 2019 pour la présentation d'un film à condition d'être accompagné par un technicien en audiovisuel désigné par la municipalité et à leur frais. En ce qui concerne la pièce de théâtre, les 20 et 21 décembre, ça va être une présentation ouverte à tous. C'est une pièce de théâtre citoyenne. J'ai eu la chance d'assister à la représentation aux pratiques et ça va être vraiment très intéressant de voir entre nos citoyens qui font la pièce. Et ça va être une belle pièce. Et donc, nous avons 4 motions et 4 dépôts à adoption de projets de règlement. Il y avait différentes demandes du Conseil pour faire des modifications réglementaires, étant donné la situation au service d'urbanisme
ces derniers mois, puisqu'il y avait un manque d'effectifs, on n'avait pas d'inspecteurs. On a travaillé avec des personnes ressources et finalement, c'est aujourd'hui qu'on présente ces avis de motion et des projets de règlement, dont le très attendu projet pour tout ce qui concerne le soutien à l'agriculture urbaine. Oui? OK, parfait. Je vais te laisser la parole. On va donc donner les avis de motion et puis par la suite, on va faire les dépôts des projets de règlement et il y aura une séance d'information pour vous présenter ces projets-là dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de date arrêtée encore, il va y avoir un avis public. Évidemment, on va en faire la mention et la promotion sur nos réseaux sociaux et sur le site Internet. Alors, pour les avis de motion, il y a 4 élus qui vont faire l'avis de motion. Alors, pour le règlement de sondage 601-29, qui donne l'avis de motion? Madame Forget. Pour le règlement 603.5, qui donne l'avis de motion? Monsieur Giasson, merci. En ce qui concerne le règlement de lotissement 602.5, qui donne l'avis de motion? Et finalement, le règlement sur le permis de certificat 604-14. Monsieur Séguin, merci beaucoup. Donc, le dépôt et l'adoption du projet de règlement de sondage 601-29. Donc, je laisse la parole à Mme Charpentier qui va faire un bref survol de ce projet de règlement-là, qui va être. Tous les projets de règlement seront présentés lors de la rencontre citoyenne. En fait, c'est ça, je vais vous dire ce qui va se retrouver dans le règlement, mais je ne vous en ferai pas une présentation parce que ça sera présenté lors d'une consultation, lors de la consultation publique. Donc, ici, on vient parler, dans le fond, de contingentement des usages dans un zone en particulier. On vient parler des conditions d'exercice des usages pour la zone 612, 620 et P105. On vient ajouter des dispositions pour les poulaillers urbains et la garde des poules à domicile. On vient modifier certaines clauses en matière d'implantation et de construction. Et, on vient modifier le plan de tournage et les grilles de spécification reliées au tournage par rapport à ce qui est modifié normalement chaque unité. Donc, Mme Forget, vous proposez le dépôt du premier projet de règlement 601-29? Oui. Merci. C'est adopté. Donc, tous les projets de règlement sont disponibles sur le site Internet. Il y a des copies en arrière aussi, si vous voulez les consulter. En 8.2, nous avons le dépôt et adoption du projet de règlement 603.5. 603-5, c'est pour amender le règlement de construction. Donc, ici, on vient ajouter des éléments qui favorisent le développement durable. Auparavant, on était membre de Habitation durable, qui est un programme pour encourager la construction durable. Alors, on donnait des subventions aux maisons qui intégraient des systèmes de construction écologique. Alors, on a aboli le programme pour davantage favoriser la construction écologique sur l'ensemble du territoire. Alors, ce projet-là de règlement de construction, il vient ajouter des contraintes, des obligations lors de construction et de rénovation. Donc, ça parle de la fondation, des matériaux d'isolation, du rendement énergétique des portes et fenêtres, de la gestion des eaux d'eau sèche. Alors, c'était M. Giasson qui avait fait la motion et qui propose maintenant ce projet de règlement. En 8.3, nous avons le projet de règlement pour de lotissement numéro 602-5. Alors, dans ce projet de lotissement, on parle de... Donc, ça vient amender le règlement de lotissement pour modifier et préciser les normes de lotissement dans un secteur riverain et préciser un renvoi interne. Donc,
on parle d'une dimension minimale de l'eau située à l'intérieur d'un secteur riverain. Puis on parle de la superficie minimale de l'eau dans le secteur en pente. C'est ça, c'est le secteur riverain. Et c'est M. Thiel qui avait fait la rénovation qui propose donc le projet de règlement de lotissement 602.5. Et finalement, l'adoption du projet de règlement sur les permis et certificats 604-14. Donc celui-là, c'est pour modifier les amendes, ajouter un tarif pour les poulaillers urbains et modifier les tarifs pour certains certificats. Donc ce sont des ajustements à la grille tarifaire. Exact. Certains services au niveau des certificats d'autorisation et on vient modifier les amendes en cas d'infraction, contravention, pénalité, recours. Voilà. Monsieur Séguin, Je propose. certainement. C'est adopté. Merci beaucoup. Et finalement, après avoir fait les avis de motion, les dépôts de projet de règlement, nous en sommes à l'adoption du règlement 723-1 concernant notre code d'éthique et de déontologie que M. Séguin a présenté lors de la dernière séance. Donc, depuis la présentation, il n'y a pas eu de modification. Il a été tel qu'il vous a été présenté la dernière fois. M. Séguin, vous proposez. Merci beaucoup. C'est adopté l'unanimité. Et nous avons différents documents qui sont déposés au Conseil, à savoir une pétition au sujet des nuisances de l'épicerie métro, le dépôt des variations budgétaires, ça c'est des variations qui à l'intérieur des postes budgétaires lorsqu'on fait des changements. Le dépôt de dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700, les états comparatifs mensuels au 30 septembre, le dépôt des excédents de fonctionnement non affectés fonds réservés, et finalement le dépôt du rapport de la directrice générale et de son pouvoir d'embauche. Alors on confirme l'embauche d'une préposée à l'accueil temporaire, donc Marianne Fradette, et on lui souhaite la bienvenue à l'accueil du parc régional. Et nous en sommes donc rendus au point d'information des conseillers et je débuterai par M. Giasson. Bonsoir. On annonce officiellement que la descente d'escalier pour se rendre à la rivière au point de la rue de Saint-Denis et des chemins de la rivière est maintenant complétée. Alors, je vous invite à l'utiliser. Donc voilà, après des mois, presque des années d'attente, on a enfin notre bel escalier qui semble très solide, très agréable à descendre. Allez faire un tour. Absolument, j'ose même. Madame Blanchet. Alors, quelques mots sur les bols de partage. Les bols de partage, c'est un mouvement mondial qui est parti de Poitiers. Le principe est simple. Les Poitiers donnent des bols qu'ils ont créés. La communauté fabrique la soupe. Alors, les gens achètent un bol avec la soupe dedans et tout l'argent récolté est donné à des organismes qui combattent la faim. Dans notre cas, à Mme-David, ça fait plus que 10 ans qu'on fait des bols de partage. Je me rappelle au début, quand on a commencé, on avait vendu une vingtaine de bols, on était bien énervés. Ça nous avait fait un gros 20 noirs. Puis on avait tout remis au comptoir alimentaire. Cette année, on a vendu 304 bols, ce qui fait 6 080 $ qui ont été remis entièrement au comptoir alimentaire de Val-David. Les bols de partage, c'est vraiment le projet d'une communauté, mais c'est surtout le projet de Robin Hutchison. C'est elle qui est le cœur, l'âme et les bras de cet événement-là. C'est elle qui ramasse les bols, c'est elle qui souvent va les fabriquer. Et puis, c'est elle qui nous rassemble tous. Alors, Robin, au nom de la communauté, un grand merci. Je voudrais aussi dire que par rapport au poulailler urbain, je vais juste passer avec vous rapidement les highlights de ce règlement-là. Donc, ça peut avoir lieu sur des terrains qui ont 450 mètres carrés et plus. Il peut y avoir un seul poulailler par terrain, un maximum de 5 poules, pas de coq. Puis, c'est pas mal ça. La superficie maximale du
poulailler est de 10 mètres carrés et les poules peuvent se promener en liberté sur le terrain, en autant que le terrain est clôturé. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on a envie pour remercier justement les citoyens? Oui, et j'aimerais en remercier les citoyennes là-bas qui ont travaillé très fort sur ce projet-là. Julie Bert, qui avait fait un mémoire avec beaucoup de références. En fait, elle avait ramassé toutes les villes au Québec qui permettent des poulaillers urbains. Elle avait ramassé toute la réglementation. Ça avait été remis au département d'urbanisme qui a beaucoup facilité le travail. Alors, merci Julie. Et d'ailleurs, Mme Charpentier me rappelle que le projet n'est pas encore adopté, donc il faut encore attendre le mois prochain là, pour que les poulaillers soient officiellement acceptés. Et aussi, à l'intérieur de ce règlement-là, il y a d'autres dispositions pour la pratique de l'agriculture urbaine, à savoir par exemple les potagers en devanture, les clôtures contre les chevreuils et les dindons et les multiples petites bestioles qu'on adore, mais qui parfois nous envahissent. Monsieur Dupuis. Rien pour moi. Merci. Monsieur Séguin. Alors, l'automne bat son plein pour le parc et dans toutes les forêts. Le parc ici au cœur du village, particulièrement, en bénéficie pour le plaisir. Alors, je vous annonce qu'il y a eu beaucoup de travaux dans le parc depuis la venue du directeur que nous avons engagé il y a presque un an maintenant. Et il y a eu des travaux sur la Césaire qui sont presque terminés maintenant et les amateurs de ski de fond vont probablement être contents de retrouver l'ancienne montée de la Césaire cet hiver. Alors, la vente pour les passes va débuter le 5 novembre et une nouveauté qu'on instaure cette année pour tous les résidents qui achètent une passe. Apprécié. Pour les résidents, à tout le moins, qui achètent une passe pour le parc, il y aura une possibilité d'avoir 5 billets, 5 entrées quotidiennes à moitié prix pour des invités qui seront accompagnés du détenteur de la passe, ce qui peut être qui peut être un attrait intéressant pour le temps des fêtes lorsqu'il y a des visites qui viennent vous rencontrer. Il y a eu, dans les journées d'agriculture, il y a eu une murale qui a été faite par le Funky Art Cartel dans le chalet Amiché et le refuge rural a été rénové aussi. Alors, beaucoup de travaux sont terminés, certains sont encore en cours. Alors, je ne savais pas si vous voyez une petite pelle mécanique dans les sentiers, quelque part dans le parc qui se balade, et tout à fait en droit d'être là. Alors, voilà, je voulais aussi vous dire que le 20 octobre prochain, il va y avoir une autre édition du Marathon du Petit Train du Nord pour les intéressés départ à la Petite Gare. Merci beaucoup. Et j'ajouterais que ça va entraver la circulation de septembre à 9h30 le matin. Il y a des rues là, de long du parc linéaire, parce que c'est un marathon qui part de Val-David qui se rend jusqu'à Saint-Jérôme, ça donne exactement 42,2 km. Et donc, il y a des portions de chemin là, qui traversent le parc linéaire qui vont être fermées à la circulation entre 7h et 9h30. Monsieur Devon? Bien, bonsoir. Donc, dans le cadre de la planification du centenaire de Val-David, la municipalité a lancé un appel de candidature pour constituer le comité organisateur. Celui-ci a pour mandat d'appuyer la municipalité dans la coordination des festivités en tenant compte de la vision, des orientations et du budget entériné par le conseil municipal. Fidèle aux orientations exprimées par la population, le centenaire sera à l'image des Val-Davidoises et Val-Davidois, fort et fiers des gens d'ici, festif à échelle humaine, organisé par nous et pour nous. Le centenaire s'appuie sur l'engagement et la participation citoyenne, non seulement pour mettre sur pied une programmation authentique et de qualité, mais aussi pour en assurer la visibilité et le financement. Constitué de citoyens bénévoles, d'élus et d'employés municipaux, le comité organisateur va chapeauter 3 comités à vocation distincte, soit le comité de financement privé, le comité des communications et le comité de la programmation. Donc, si vous avez le goût de vous impliquer dans un de ces comités, il faut aller voir le site de la municipalité, il y a un onglet centenaire qui est ajouté et toute l'information pour déposer vos candidatures s'y trouve. Du côté culturel, à la Galerie de la Petite Gare, il y a la rétrospective posthume des œuvres Mandala de Pauline Veilleux qui est présentée jusqu'au 15 octobre. Au centre d'exposition de Val-David se tiendra jusqu'au 5 janvier les expositions. Et puis, ils étaient 4 d'Alexis Béraud et Nous et la matière d'Elisabeth Picard.
Et on termine avec l'Automne des bretelles qui se tiendra les 12 et 13 octobre prochains. Cette première édition à Val-David vise à créer des soirées festives autour de l'accordéon. Ça se déroulera dans les rues et places publiques de la municipalité. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Demonty. D'ailleurs, on a eu une rencontre au centre ce matin, puis vous n'étiez pas là, malheureusement, parce que vous êtes présent à tellement de rencontres que vous avez presque beaucoup de travail. Simplement pour dire qu'il y a un appel à projet pour la programmation du centenaire. Donc, on fait appel aux citoyens et aux organismes, en fait aux organismes communautaires autant que culturels, pour le dépôt de projets pour enrichir la programmation du centenaire. L'appel de projet va être lancé fin octobre, début novembre, et le 5 novembre, il y aura une rencontre d'information ici pour expliquer qu'est-ce que c'est l'appel de projet. Et il y aura seulement un mois pour déposer les projets. Parce qu'en janvier, il faut avoir toute notre programmation difficile pour aller déposer au gouvernement fédéral et à différents bailleurs de fonds pour avoir du financement pour le centenaire. Alors, si vous connaissez les gens, si vous-même vous êtes intéressé à déposer, ça va se faire très rapidement. Il va falloir, c'est malheureux, mais les échéanciers sont très courts. Alors, en ce qui concerne nous en sommes à la période de réponse, mais nous avons donné des réponses aux différentes questions des dernières assemblées le mois dernier. Il n'y en a pas eu de nouvelles le mois dernier. Donc, on va passer directement à la période de questions. Je rappelle que dans le respect de tout le monde qui fait des interventions, les interventions sont limitées à 3 minutes, donc on vous demande de prendre la parole et par la suite, nous vous répondrons dans la mesure du possible. S'il s'agit de dossiers privés, donc si c'est des demandes qui concernent des requêtes privées vous concernant, je vous invite, je vais devoir vous interrompre et vous inviter à vous adresser à la municipalité, soit à la direction ou au conseiller, puis on verra à ce qu'un suivi soit fait. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur les projets municipaux qui nous concernent tous. Donc, je suis désolée, la liste n'était pas là au début, donc on a pris vos noms. Puis s'il y a des noms qui s'ajoutent à ça, vous serez les bienvenus de prendre la parole par la suite. Alors, on va débuter avec, je ne sais pas dans laquelle des deux listes qui est en premier, mais on va y aller avec M. Rochelot en premier. Bonsoir, M. Rochelot. Bonsoir, M. Rochelot. Je voulais savoir, pour ce qui est du ponceau. Oui. Sur le chemin de la rivière. Oui, vous aviez dit que le ministère vous avait demandé de demander au suggéré, je ne me rappelle plus lequel des deux, mais de faire une étude de circulation sur le chemin de la rivière. Et que vous aviez débloqué des sommes d'argent, je pense que c'était 25 000, pour faire cette étude-là. Est-ce que cette étude-là a été complétée? Étude de circulation. Donc, est-ce que vous avez une question? Oui. Puis je veux savoir si l'étude a été faite, c'est quoi le résultat de cette étude-là? Et c'est quoi les prochaines étapes à partir de là? Parfait, je vous remercie. Une chose que je veux souligner, juste par rapport à la période de questions. Oui. Vous ne faites pas toujours la même chose avec effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui vous répondent immédiatement, puis on doit te poser une deuxième question, qui reste ici. Oui. Puis il y a des gens que vous obligez, comme moi, que vous obligez à aller s'asseoir pour répondre. C'est le fun si tout le monde se fait. Vous avez tout à fait raison. Je vais être disciplinée à cet égard-là. Merci beaucoup de me le rappeler. En ce qui concerne le plan de circulation, effectivement, c'est une demande du ministère à laquelle on a répondu favorablement. On avait décidé au budget 2019 un montant qui était octroyé suite à des recherches, différentes recherches. En fait, il a fallu travailler avec le ministère des Transports pour planifier ce plan-là. Alors, il y a une firme d'ingénieurs qui a été choisie cet été et ils ont débuté le plan de circulation au mois d'août. L'échéancier, c'était que ce soit terminé en novembre. Donc, est-ce qu'on respecte cet échéancier-là? Oui, pour l'instant, l'analyse est en cours. Ils sont déjà venus sur le terrain.
faire certaines collectes de données, puis ils sont en train de corriger l'information. Donc, l'échéancier était au mois de novembre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles comme quoi c'était pas respecté. C'est un plan de circulation pour le ponceau, mais c'est un plan de circulation qui part de l'entrée de la 117 et qui va jusqu'en haut du chemin de la rue de l'Église, donc jusque devant les écoles. Alors, on en a profité pour justement intégrer toute la question de la mobilité active dans ce plan-là. Donc, ça va répondre pas juste à la question du ponceau, mais à d'autres préoccupations qu'on a, à savoir, par exemple, l'aménagement d'une piste cyclable au cœur du village pour le traverser perpendiculairement au parc linéaire. Donc, on va attendre les résultats pour aller de l'avant avec les prochaines étapes. C'est sûr que les prochaines étapes, il va y avoir un dépôt au ministère, donc une rencontre avec le ministère pour leur demander eux quelle est la suite des choses. Et nous, avec le conseil, on va se questionner sur les recommandations qui vont être faites concernant, entre autres, par exemple, les aménagements de mobilité active et les différents aménagements dans le cadre du village, à savoir l'entrée de la 117, par exemple, pour améliorer la circulation et la sécurité des gens qui traversent cette intersection-là. Alors ici, je crois, M. Jacques Dame, M. Dame. Dan. Bonsoir, M. Dan. Alors, j'ai deux questions, surtout sur le. Moi, je demande sur le rang 7. Le rang 7. Et je me suis aperçu, dans un petit retour vers la fin du rang, il y avait un gros développement qui se produit dans ce coin-là. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet. OK. Oui. J'ai vraiment peur. C'est gigantesque. Je me suis promené là, puis vraiment allé. Donc, vous voulez savoir quel est ce projet de développement-là. D'accord. Et vous aviez une autre question? Au sujet des stationnements défendus dans le coin du lac Paquin, vous avez mis des affiches de nos parkings, des défenses de stationnement. Une fois, c'est parce qu'on essaie d'éviter d'avoir une foule là qui n'ont pas d'appartement. Parce que c'est un droit de passage qui est privé, mais naturellement, il n'y a aucune indication, c'est pas le problème. Mais je crois qu'on a donné la Sûreté du Québec pour venir donner des tickets, puis ils sont venus, puis ils sont partis. On ne parle pas, monsieur. Donc, vous voulez savoir, là, il y a des interdictions de stationnement, et votre question, c'est à savoir est-ce qu'ils sont respectés ou pas. Voilà. Ah, OK, parfait. Puis une autre question sur la bibliothèque. Vous avez dit que vous avez une nouvelle bibliothèque qui s'en vient. Oui. Où? OK, parfait. Et c'est tout. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. En ce qui concerne le projet au bout du rang 7, c'est ce qu'on appelle un projet intégré, c'est-à-dire que c'est un certain territoire, un très grand territoire. Ce sont des propriétaires, finalement, qui ont fait un projet à l'intérieur d'un lotissement. Donc, étant donné que c'est un projet intégré, à l'intérieur de ce lotissement-là, il y a des règlements d'urbanisme qui s'appliquent. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le projet des deux lacs. Alors, ils ont déposé ils doivent remplir plusieurs conditions pour arriver à lotir et à faire un chemin qui sera un chemin privé. Donc, ça fait plus de 2 ans que le projet est en cours. Alors, ils ont travaillé de concert avec les services d'urbanisme et leur firme d'ingénieurs d'urbanisme pour déposer un projet vraiment intégré, à savoir qui comprend tous les plans de lotissement avec le chemin, les pentes, la gestion des eaux de ruissellement. Il y a une caractérisation environnementale qui est faite. Donc, c'est vraiment un projet qui comprend beaucoup d'éléments qui sont évalués par le service d'urbanisme. Et il y a une recommandation favorable. Il y a eu plusieurs ajustements qui ont été faits dans ce projet-là. Et finalement, lorsque le projet a été bien ficelé, on a permis le lotissement du terrain, donc des maisons. Il y a une maison, il y a une construction en ce moment. Il y a eu 2 fois qu'il y avait il y a des projets de construction là, qui sont en cours. Pour répondre à votre question, il va y avoir à peu près une vingtaine de terrains qui vont être là, donc à peu près une vingtaine de terrains
Puis ils vont avoir des espaces communs dans lesquels il va y avoir entre autres des serres, des ateliers et tout, mais c'est un gros truc, mais il y a à peu près une vingtaine. Est-ce qu'il y a des chances que ce chemin-là débouche peut-être sur le chemin du 29 Sud? Non, c'est dans le terrain. Alors, ça va toujours passer par chez nous. Tous les gens qui vont demeurer là vont passer par La là. vingtaine de personnes qui sont là vont pouvoir y accéder, comme les autres maisons qui sont sur le chemin du 7e. Là, c'est 20, dans deux. Là, je vais vous demander d'aller vous asseoir. Puis je vais répondre à vos questions. Si je ne réponds pas correctement, vous pouvez revenir. Merci, M. Dam. Donc, pour conclure, c'est un développement privé d'une vingtaine de maisons. En ce moment, les travaux qui ont lieu, c'est pour l'aménagement du terrain. Éventuellement, il va y avoir la construction des maisons et des bâtiments communs. Et donc, ça va être 20 maisons privées avec des propriétaires qui vont pouvoir y accéder effectivement par le chemin de leur ancêtre, mais ça ne débouchera pas sur ce domaine-là. En ce qui concerne la signalisation pour le stationnement au lac Paquin, effectivement, c'est la signalisation qui a été installée par la municipalité dans le but justement de faire en sorte que les résidents sur place ne sont pas envahis par les véhicules et qu'ils ont accès à qu'ils peuvent eux utiliser les chemins pour se stationner. Pour que ce soit respecté, alors c'est effectivement la Sûreté du Québec qui fait respecter ces interdictions-là et ils vont venir s'ils sont appelés. Donc, vous avez le loisir, les résidents sur place, d'appeler la SQ pour demander à ce que ces interdictions-là soient respectées. Donc, c'est possible d'appeler la Sûreté du Québec en tout temps. Vous pouvez aussi remplir un formulaire en ligne qui est disponible sur le site de la municipalité, faire une requête vous-même. Alors, ça permet, lorsqu'il y a une requête de remplie par un citoyen, c'est obligatoire qu'il y ait un suivi par la Sûreté du Québec. Alors, s'il y a effectivement un problème où les interdictions de stationnement ne sont pas remplies, vous pouvez soit appeler la Sûreté du Québec, soit remplir le formulaire qui est en ligne sur le site de la municipalité. En ce qui concerne la bibliothèque, c'est un dossier qui est en cours depuis très longtemps. Avec la venue de l'école, le conseil municipal a décidé de l'aller de l'avant avec l'entente de principe du gouvernement, du ministère de la Culture, on avait déposé en 2003 une première demande pour l'agrandissement de la bibliothèque. Alors, on a réactivé cette demande-là pour avoir accès à la subvention de 60% des coûts de réaménagement. L'analyse qui avait été faite des années subséquentes, c'était que le bâtiment actuel ne peut pas être agrandi, ou sinon c'est pas efficient de l'agrandir. Donc, le projet actuel, c'est de faire la nouvelle bibliothèque dans la caserne de pompiers qui n'est pas utilisée. Donc, ça va être le bâtiment de la caserne de pompiers qui va être réaménagé en bibliothèque. Donc, voilà. Et j'inviterai maintenant M. Chevrette et Mme Kim Bassin. M. Chevrette? C'est Chabrel. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis nouveau résident ici depuis juillet, donc je suis un homme. Bienvenue. Bien, merci. Voilà. Et ma concern, c'est également le rang 7. Alors, moi, j'habite également le Lac-Paquin. Et force de constater de travaux, le projet d'ailleurs, M. Soleil Tassé, qui est un ami à moi, je le connais très bien. Et pour votre information, ce ne sera pas 40 personnes, mais il y a un gros réseau de gens qui tournent autour de ce projet, dont beaucoup de gens avec leur pick-up, des gros camions qui viennent tasser de la roche, puis force de constater aussi que le rang 7, après la 15, il est comme divisé en deux. On a une première partie où il y a un parc pour les enfants. Une deuxième petite partie où il y a un petit pont qui traverse un striant. Et une troisième partie où il y a une traversée pour avoir accès au lac. Donc, dans cette section-là, disons que c'est le gros de l'action. Je parle de l'action de la communauté dans le coin du Lac-Paquin. Par la suite, ça roule un peu. Le chemin est assez. Merci d'avoir un petit peu refait parce qu'effectivement, lorsqu'on roule avec des gros camions, ça brasse, puis on sait ce que ça fait quand
Donc, évidemment, là, j'ai remarqué également que lorsqu'il y a une descente, là, c'était. Si on est du mauvais côté de la route quand les camions arrivent, je m'excuse, mais on n'a pas le choix d'aller dans le fossé parce qu'ils ne se tassent pas. Il y a un côté, c'est un peu plus large, mais donc il faut absolument marcher de ce côté-là. Il y a beaucoup d'éléments, je trouve, dans une petite portion de route où il y a beaucoup d'enfants qui circulent. Et je trouve ça très dangereux. Je suis là depuis juillet et c'est le constat que je fais. Et donc, ma question, parce que Oui. il y a quand même une paire de questions, c'est à savoir si vous avez déjà considéré peut-être, surtout dans la descente, là où parce que dans la montée, évidemment, on a le petit swing pour monter. Mais dans la descente, c'est très dangereux. J'ai vu des gens, honnêtement, à plus de 80 km/h dans cette petite zone-là, entre, donc, je répète, la traversée du lac, le petit pont et le parc, ça roule pour aller faire son stop. On fait rapidement, parce qu'on va aller prendre la 15. Alors, est-ce que vous avez déjà considéré peut-être un low-down, un vrai low-down, et non pas un petit low-down qu'on passe avec son pick-up, un peu, mais un vrai low-down, peut-être dans la descente, près justement de la traversée, parce que, comme je dis, l'été, il y a beaucoup de gens, il y a même, j'ai remarqué, beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le chemin, qui augmente encore là, ça devient plus étroit, tout ça. Donc, je trouve que cette zone-là, elle est beaucoup plus dangereuse que plus loin, là où il y a le projet donc, de développement. Là où il n'y a plus rien, finalement. Donc, tous ces gens-là, quand vous parlez de 40 personnes, on peut le multiplier parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ça, tous ces gens-là doivent traverser cette première section-là. Donc, la circulation, elle augmente de façon exponentielle. Alors, je ne sais pas si vous avez considéré ça. Ce que je comprends, c'est que vous demandez finalement, vous exposez qu'il y a un danger. J'expose qu'il y a un danger. J'expose qu'il y a un danger. Des mesures d'apaisement de la circulation dans le secteur. Je crois que ça serait intéressant de se poser la question sérieusement. Bien reçu. Merci beaucoup. Merci. Madame Kim Bazin, est-ce que vous voulez prendre la parole aussi? En fait, c'est. Vous appuyez. Vous appuyez. Est-ce que je peux prendre souvent ça? Ah, ben là, on va venir. Il va y avoir du temps. Monsieur Michel Campano, s'il vous plaît. Michel Campiano. Campiano, je m'excuse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est au sujet de la pétition. En fait, ça représente les rues Saint-Joseph et les rues, la rue aussi Dufresne. Donc, à peu près tous les citoyens de ces deux rues ont signé une pétition. Et cette pétition a été déposée avec la directrice générale. Oui. Et ce soir au conseil. On a été bien reçus, très bien équipés. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues du conseil à ce sujet? Parfait. Ben, en tout cas, c'est tout le sujet de métro. Vous avez parlé de métro et des problèmes des camions de livraison et aussi des poubelles. Ce que j'ai remarqué récemment, c'est qu'il y avait un meilleur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a parlé à métro, mais ça va mieux. Merci. C'est ma question. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on en a parlé d'ailleurs à la dernière assemblée. Le propriétaire a été rencontré, il y a notre inspectrice, notre biologiste, la responsable de l'environnement qui est allée aussi sur place. Là, puis aussi, on a vu. À la MRC, en fait, il y a des agents de sensibilisation pour tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. Donc, on les a avisés de la situation et ils ont commencé des démarches. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez vu des améliorations. Il y avait une question aussi au sujet des arbres, de la protection des arbres, entre autres lors du déneigement. Alors, c'est Mme Nadine Guénette, notre biologiste, qui fait un suivi à ce sujet-là. Il y avait le bruit des camions. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'au niveau des bruits, pas du bruit, mais des moteurs qui roulaient, ça, c'est directement avec l'occupant qu'on allait voir qu'est-ce qui était de sensibiliser, puis après ça, lui dire que si c'était pas modifié le comportement, qu'il y aurait des avis d'infraction, parce que c'est prévu dans le règlement actuel de ne pas pouvoir faire rouler les moteurs. Et puis, oui, exactement. Et pour la gestion des matières résiduelles, c'était de voir avec la MRC, l'agent de sensibilisation, pour qu'il voit avec le métro
quels sont les freins au compostage, qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'il y ait plus de compostage, parce que dans le fond, plus ils vont composter, moins ça va s'entraîner. Ils vont recycler. Donc, parce que ce qui sent dans le fond dans le container, c'est les matières compostables. Donc, il y a un suivi qui est en cours, là, on va poursuivre la sensibilisation de cet égard. Donc, on poursuit la sensibilisation de cet égard-là. Je me demandais à quelle heure ils ont le droit de livrer le matin à Métro, selon les règlements municipaux qui existent toujours. J'ai aperçu quand j'ai... On ne peut pas se permettre de prendre OK, juste cette question. Donc, on se donnera des précisions concernant la réglementation sur les bruits à la prochaine séance. Sinon, vous pouvez appeler le service d'urbanisme, on va vous répondre. C'est sûr que c'est prévu dans le règlement. Même chose pour les camions qui circulent. Je sais que ça circulait tôt dans le secteur 7e rang. Aussi, il y a des heures, je ne les connais pas par cœur, mais il faut qu'on vous revienne à la prochaine séance. Vous pouvez appeler le service d'urbanisme, on vous les dire. Parce que je sais que dans votre secteur, je vous dis parce que vous êtes venu concernant le 7e rang, là, mais pour le projet de développement, on a communiqué, il y avait une citoyenne qui était venue aussi au micro pour nous en parler. On a communiqué avec les propriétaires, ceux qui font le développement, là, pour les aviser là, que ça circulait plus tôt que ce qui était prévu au règlement. Mais bon, en ce qui concerne le règlement sur les bruits, je vais vous lire l'extrait du règlement. Le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant entre 22h et 17h du lundi au vendredi et entre 17h et 9h le samedi et le dimanche les travaux de construction, d'utiliser une tondeuse ou tout outillage servant à l'entretien du... Bon, finalement, c'est ça. Ça, c'est ce qui arrive quand j'analyse ça comme urbaniste. Désolée. Monsieur Richard Meloche. Bonjour, pour donner suite, bonjour, notre conseil. Pour donner suite à le début de conversation, finalement, soit affiché que quand les chauffeurs arrivent, on voit que finalement, les heures où c'est possible, alors si ce n'est pas affiché, nous allons même pas rentrer, voilà, ça va arriver dans n'importe quel. Bon. Affichage des heures de affichage. Parfait. Donc, les heures de stationnement s'affichent, à ce moment-là, on voit qu'on peut stationner, c'est plus simple que ça. Et vous avez... Oui, alors donc, bon, dans la dernière rencontre, finalement, moi j'avais mentionné que derrière le stationnement du métro, finalement, il y avait des arbres qui avaient été périssaient, je vais me répéter parce que plein de gens qui n'étaient pas ici à l'époque. À cette fois-là. Donc, suite à la construction de cette partie de stationnement-là, les arbres ont commencé à dépérir. On a noté les accumulations de neige. En fait, on sert de ces endroits-là pour faire du dépôt à neige, pas seulement le métro, la ville aussi, parce que maintenant c'est devenu un chemin municipal derrière. Puis il y a des monticules de neige qui peuvent aller jusqu'à 40 pieds. C'est vraiment dangereux. J'ai des enfants jouer là. Et puis moi, je pense que cette neige devrait aller ailleurs, dans un dépôt. Comme toutes les villes, tous les villages ont des dépôts à neige à l'extérieur des villages. Bon, alors je vais mentionner ça. Et puis mobiliser, suite à ça, vous engageriez une biologiste finalement pour aller voir, inspecter les arbres, aller voir les arbres, qu'est-ce que ça a l'air, si c'est un fait naturel, qui reste comme ça, ou si c'est à cause de finalement des conditions des humains qu'on a fait subir finalement. Alors, est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Oui, est-ce que vous avez une autre question? En fait, j'avoue aussi un commentaire suite à la rue Saint-Joseph derrière l'hiver. La rue Saint-Joseph? Oui, c'est le patinoire. On n'arrive pas à tenir. Il s'agirait de mettre du sable régulièrement. Je suis allé voir à la ville 3 fois de suite le passé. Et puis, suite à ça, on vient mettre du sable. Mais je pense que je devrais pas encore retourner la ville à voir M. Planète pour demander qu'on mette du sable sur la portion Saint-Joseph. Il y a une petite côte qui va aller au ciel du frein. Les autos d'esprit, c'est là, c'est pointable. Nous, c'est très dangereux. Les personnes âgées derrière, ils ne vont pas sortir. On va faire des
Donc, davantage de sable sur le siège. Mais oui, mais l'assemblée, au moins l'assemblée, cette portion-là, c'est très important. Parce que tout le monde a des rues qui sont sablées, il faut circuler, on n'est pas de trottoir. On circule dans la rue, il faut que ce soit sablé. Parfait, merci beaucoup. C'est la rue de Toulouse. Aussi, sur la rue du frein, j'ai remarqué que lors des marchés, finalement, je suis bien content qu'il y ait un marché ici, ça amène l'économie, puis bon, les gens sont tout contents d'avoir un marché, puis ils ont produit et tout. Sauf que les gens veulent stationner, puis il n'y a pas d'interdiction de stationnement sur un côté de la rue du frein. Il devrait y avoir, parce que c'est stationné de deux côtés, puis c'est difficilement circulable pour les citoyens qui sont là, c'est pas évident. Comme on a fait sur la vision, par exemple. Oui, autour du lac aussi, il y a des sur la rue du frein. interdits, on va autour du lac, donc je ne vois pas pourquoi s'il n'y aurait pas un stationnement d'interdiction sur le côté de la rue. Parfait, on a bien noté tout ça. Merci beaucoup, M. Meloche. En ce qui concerne effectivement la visite de notre biologiste, qui est notre responsable de l'environnement pour les arbres, c'est en cours, alors on n'a pas reçu ses recommandations. Non, mais par contre, ce qu'on m'a dit, le suivi qu'on m'a fait, c'est que l'occupant, celui qui s'occupe du métro, là, dans le fond, qu'on allait communiquer avec lui pour le signifier. Malheureusement, nous, on n'a pas constaté ce que vous nous dites, là, que c'est causé par la neige. Donc là, on l'a informé. Il faut que si ça arrive, que ça ne se reproduise pas. Mais cet hiver, on va aller constater si ça se reproduit. Mais oui. Donc, on l'a avisé finalement qu'il doit faire attention aux arbres. Puis, on va faire un suivi là-dessus. OK, parfait. En ce qui concerne le sable dans les chemins, j'en profite pour dire qu'il y a deux positions par rapport à ça, dans le sens que du sable, pour certains, on n'en met jamais assez. Puis, il y a toute la question aussi là, des changements climatiques qui rentrent en ligne de compte là, en ce qui concerne toute la gestion là, de l'entretien hivernal. Les dernières années, c'est extrêmement difficile suite au gel et des gels fréquents et à la météo très changeante de prévoir quand est-ce qu'il faut sabler, parce que parfois on met du sable, il pleut tout de suite après, le sable s'en va, des fois on attend. C'est vraiment difficile. On a une équipe qui travaille le jour et nuit là, pour évaluer les conditions lorsqu'il y a des tempêtes de neige. Et puis évidemment, on a une équipe limitée avec des camions limités. On fait ce qu'on peut avec le territoire qu'on a. Mais c'est certain que le conseil et l'équipe municipale est très sensible à la sécurité des citoyens. On fait vraiment ce qu'on peut. Puis on ne peut pas sabler tout en même temps, tout le temps. C'est pas toujours possible, mais on va encore une fois en tenir compte. Et en ce qui concerne l'interdiction de stationner d'un côté de la rue du frein, on va l'évaluer. On va regarder ça. J'ai maintenant fait le tour des personnes inscrites sur la liste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole qui aimeraient venir, ou sinon d'autres personnes qui ont déjà pris la parole et qui aimeraient revenir? Bonsoir. Oui, bonsoir. Marc Blais de Val-David. Oui. Vous avez parlé d'annuler des constats d'infraction. Il y en a deux que vous avez annulés ce soir, sur lesquels vous avez voté. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit exactement? Également, de la question de la bibliothèque. Quand on nous a présenté le PIA il y a 2 ans. Le PPU. Le PPU, excusez-moi, c'est probablement ça. Madame Desmédecins nous avait promis, elle s'était engagée à ce qu'il y ait des consultations publiques là-dessus. Pour nous présenter, à 2 reprises, on est revenu sur ce sujet-là, puis elle a dit oui, il va y avoir des consultations avant qu'on fasse quoi que ce soit. Alors, la question que je vous pose, c'est avez-vous l'intention de vous consulter pour tout ce qui concerne la bibliothèque? Troisièmement, oui, le règlement d'emprunt 501 et 726 dont il a été question ce soir, est-ce que vous pourriez nous donner des... C'est pour financer quoi exactement ces emprunts-là? Alors, pouvez-vous répondre à la question? Merci. Merci beaucoup, M. Blais. En ce qui concerne l'annulation des constats d'infraction, est-ce que vous voulez nous répondre maintenant ou on va répondre? Oui, dans le fond, c'est des constats d'infraction pour des fausses alarmes. Et puis, c'est qu'il y a eu
erreur lors de. C'est pas la municipalité qui avait mis les constats? Ben oui, là, mais par le biais de la MRC. Puis la MRC, pardon, elle s'était engagée à les annuler parce qu'il y avait eu une erreur, mais il y a eu une erreur parce que il y a eu changement de personnel pendant le temps où il y a eu l'émission de ces constats-là. Et puis, la personne qui avait dit, qui annulerait les constats, est tombée en congé de maladie, puis après ça, elle n'est pas revenue dans ses fonctions. La personne qui a pris les fonctions, elle ne savait pas que ses constats devaient être annulés. Donc là, c'est passé au rôle à la cour municipale, puis là, comme c'était une erreur qui avait été commise par le conseil, ben, on s'était recommandé de les annuler, puis pour annuler un constat, il faut passer sur la résolution du conseil. Voilà. En ce qui concerne la bibliothèque, suite au dépôt du PPU et de toute la question de l'aménagement de la place publique, effectivement, l'ancien conseil avait dit que pour tout ce qui allait avoir attrait à la place publique et aux futurs aménagements, il y aurait des consultations. Le conseil actuel, en ce qui concerne tout développement à l'intérieur de la place publique, a décidé de mettre ça sur la glace. Parce qu'il y avait d'autres phases, à savoir l'aménagement de parcs, de scènes et la patinoire finalement qu'on fait tel qu'il est là. Pour la bibliothèque, le projet avec lequel on va de l'avant, c'est parce que l'entente de principe pour avoir la subvention, on l'avait reconduit 2 fois. On a été de l'avant avec une 3e demande de reconduction parce que sinon on la perdait. Et le constat, c'est que les besoins pour la nouvelle bibliothèque sont là. Toutes les analyses démontrent que l'espace est insuffisant. Et la commission scolaire, pour le projet d'école, nous avait demandé quels efforts faisait le conseil pour favoriser l'aménagement d'une nouvelle école. Et devant l'échéance finalement de l'entente de principe qui n'aurait pas été renouvelable et devant les besoins de ce service et de cette infrastructure-là qui est très en demande et appréciée à la municipalité, devant aussi le bâtiment actuel qui est inadéquat et qui demande des rénovations importantes, et devant le futur projet d'école, le conseil a décidé d'aller de l'avant avec la construction de la bibliothèque. Le chargé de projet qui est embauché actuellement va faire des recommandations au conseil. Est-ce qu'il y aura consultation pour l'aménagement de la bibliothèque? On va en discuter. Je vais vous revenir avec ça. Pour les règlements 701 et 726, ce sont d'anciens règlements. Le règlement 501, comme l'a dit Mme Charpentier, c'est un ancien règlement d'emprunt qui avait été effectué pour la construction du chalet à l'Piché. Alors, c'est un règlement d'emprunt qu'on finance sur plusieurs années. Et là, comme elle l'a expliqué, il y a une première échéance qui est venue à terme, donc il faut définir d'autres échéances. Et le règlement 726, c'est le même principe, c'est un règlement par appui qui avait été fait pour l'entretien de nos bâtiments, avec lequel, par exemple, on a fait les toilettes au parc des Amoureux, tout le système d'aération de la boutique des abeilles, des interventions à la gare, à l'église, au lac Latin, donc tous nos bâtiments. Ouais, donc c'est vraiment une procédure administrative là, pour refaire un terme d'échéance d'achat, comme on l'explique. Oui, certainement. Oui, ce que je comprends, c'est qu'il est-ce qu'il y a une volonté ferme de consulter la population là-dessus? Parce que je m'attendais à recevoir une date, à dire oui, on va faire ça en janvier, février, quelque chose de même. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien de concret. Si je peux me permettre de vous demander, qu'est-ce que vous attendez comme consultation? Ce serait quoi l'objectif de cette consultation-là? Une consultation publique, c'est de présenter le projet changement de bibliothèque, mais de façon concrète, avec toutes les informations, c'est-à-dire des ébauches qui auraient pu être faites par
un architecte, avec des coûts, avec des dates, avec le dossier complet de nous présenter une fois pour toutes pour qu'on se dise c'est ça la bibliothèque, c'est ça le projet qui se passe et qu'on le comprenne. Okay, mais actuellement, ça repose sur strictement rien. C'est quoi les coûts? Est-ce qu'on va s'endetter encore une fois de quelques millions de dollars pour changer les bibliothèques? Est-ce que... Donc, alors, pour éviter cette situation-là, répondez à nos questions ou présentez-nous un projet concret. Donc, vous voulez, la demande que vous faites, ben là, je vais vous permettre de bien comprendre votre question. La demande que vous faites, c'est d'avoir le projet concret de construction de bibliothèque avec les plans, les coûts, pour qu'on le présente à la population. Ce n'est pas une consultation, c'est une présentation du projet. C'est une consultation, c'est ça une consultation. C'est que vous nous présentez le projet de la municipalité et vous permettez aux gens de la salle d'apporter des recommandations, d'apporter leurs commentaires, comprenez-vous, pour en faire un complexe, c'est ça, un complexe ouvert. Bon, c'est parce que si je peux me permettre, en ce qui concerne la consultation, il y a différentes façons de procéder, dans le sens que si, en ce moment, il y a un chargé de projet qui va définir les besoins, qui va faire des recommandations pour que par la suite, on aille de l'avant avec les plans de vie des architectes, et par la suite, on aille de l'avant avec un appel d'offres pour la construction de la bibliothèque. Là, la consultation peut se faire à différents niveaux de ces projets-là. Les besoins de la bibliothèque, on les connaît parce que c'est défini par le réseau biblio, puis il y a des cahiers de charges très, très stricts. Le bâtiment, on le sait. C'est certain qu'en ce moment, même le conseil n'a aucune idée. On a une idée de la superficie, on a une idée du montant maximal de la subvention, on a une idée du bâtiment, on le sait, mais dès qu'il y aura un projet, à ce moment-là, effectivement, dès qu'on aura plus d'informations, comme dans tous les projets, on présente l'information qu'on a. Oui, puis il faudrait être prudent là-dessus, madame. Il reste un commentaire que je vous apporte. C'est que j'ai participé l'autre jour, comme vous le savez, à une consultation publique. C'était en fait une soirée que j'ai trouvée très agréable. C'est une soirée sociale. Ça n'est pas une consultation. Une consultation, c'est que la municipalité nous présente un projet concret, comme je disais il y a quelques instants, et qu'elle nous dresse un portrait complet pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit, qu'on puisse apporter des commentaires ou comprendre mieux la situation, et ça nous apaise de savoir ces choses-là. Comment ça va être financé, l'ordre, c'est-à-dire le coût est de l'ordre de je ne sais pas quoi, mais apportez-nous ce genre d'informations-là et vous allez régler beaucoup de problèmes dans la municipalité. Merci beaucoup pour la suggestion, mais tel qu'on l'avait précisé lors de cette consultation-là, et je vais finir avec ça pour notre échange, tel qu'on l'avait présenté lors de cette consultation-là, ce n'est pas un projet de la municipalité, de l'école. Le but de ça, c'était de définir un rapport qui est soumis à la commission scolaire. Donc, c'était pas, on n'a jamais présenté ça comme un projet de la municipalité, puis c'est pour ça que c'était. Et malheureusement, ça n'a pas répondu à aucun des questionnements qu'on se pose là-dessus. Il reste encore à présenter. Parce que c'est un projet de la commission scolaire. Mais vous avez le droit de faire une soirée de consultation avec un projet qui ne vous appartient pas, mais qu'on sache de quoi il s'agit, parce qu'elle va toucher la totalité de la population. Merci beaucoup, M. Blais. Juste pour finir, le projet, c'est un projet de la commission scolaire. On n'a aucune donnée. Ce n'est pas notre projet, donc on ne peut pas faire une consultation sur un projet qui ne nous appartient pas. On a fait ce qu'on pouvait pour préparer le projet, puis là, on travaille avec la commission scolaire pour le projet, mais c'est vraiment pas nous qui avons le budget puis les données. Monsieur. Merci beaucoup. Je voulais continuer dans la même ligne au niveau de la bibliothèque. Parce qu'effectivement, quand vous avez présenté, vous étiez là à cette époque-là avec Mme Davidson, lorsqu'il y a eu un engagement de prix, parce que dans le PPU, il y avait une nouvelle bibliothèque, une nouvelle mairie, aménagement du grand parc ici avec toutes ce que ça comprenait, etc., etc. Et il n'y avait aucun dépôt de coûts financiers associés à ce PPU. Et je me rappelle très bien, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on nous avait dit, inquiétez-vous pas, avant qu'on fasse un de ces éléments-là,
avant qu'on fasse un de ces éléments-là, on va consulter les citoyens pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils en pensent, c'est quoi les coûts de cette chose-là, comment on va le financer, ces projets-là, et ça sera quoi les impacts sur les taxes des citoyens. Okay? Donc, on t'avait dit, tombez sur vos oreilles, il n'y aura pas de problème. Là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que le PPU, on est en train de nous rentrer dans la gorge de force parce que vous avez donné le terrain de la mairie avec la bâtisse, parce que vous vous êtes engagé maintenant avec la bibliothèque à construire la bibliothèque avec la nouvelle école. Et tout ça sans consultation publique, avant même de prendre ces décisions-là. Et je vous rappelle que vous avez donné le terrain et le bâtiment de la mairie sans consultation non plus publique. Donc, tout ça, là, c'est des coûts. Vous allez la prendre où, cet argent-là, pour financer ce à peu près 10 millions de projets, en coûts? Parce que nouvelle mairie, nouvelle bibliothèque, nouvelle piste cyclable, etc. Donc, on va la prendre où, cet argent-là, pour financer ça? Et c'est quoi les coûts reliés à ça et les impacts sur nos taxes pour le futur? Parce que là, vous avez accepté un projet de bibliothèque sans même savoir comment ça va vous coûter. Moi, si je ferais ça à la maison, là, je veux dire, ça ne marcherait pas. Je ne peux pas décider d'agrandir chez nous et pas savoir comment ça va me coûter. La gestion, vous avez une obligation de gérer ça en bon père et en bonne mère de famille. Donc, la moindre des choses, c'est de savoir, avant de s'engager, on aurait dû faire ça avant de donner le terrain pour la mairie, etc., on aurait dû savoir combien ça va coûter aux citoyens, toute cette histoire-là. Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand vous regardez ça, c'est des sommes astronomiques. Et aller jusqu'à maintenant, on n'a rien à se mettre là-dessus. Vous n'avez pas respecté, je vous rappelle, que vous n'avez pas respecté votre parole et votre engagement que vous avez pris à l'époque et vous étiez là avec Mme Lévesque. La question, c'est qu'on va-tu faire de quoi? On va-tu finir par avoir ce qu'on nous a promis, c'est-à-dire d'avoir les consultations publiques avant même. Là, vous nous faites une consultation pour la bibliothèque. Bien, c'est ça. Ma question, c'est à savoir, est-ce qu'on va respecter l'engagement qu'on a donné aux citoyens à l'époque qu'on a présenté le PPU? Bon, okay, c'est ça. Merci. La bibliothèque, comme elle est présentée présentement, ne peut pas partir. Elle n'a pas été abordée dans ce sens-là. C'est peut-être plus fort. Excusez-moi. La bibliothèque, en ce moment, n'est pas abordée comme l'ensemble du pays. Mais absolument. Le PPU, comme Cathy vous l'a dit plus tôt, ne reste pas. Le conseil a décidé de mettre tout ça sur la glace parce que tout le développement relié à faire d'autres développements sur notre place publique, ça pour nous, en fait, absolument pas question. La bibliothèque dans le PPU, une nouvelle bibliothèque. Il y a une bibliothèque dans un PPU. Oui. C'est à peu près la seule particularité. Vous dites que si vous faisiez ça chez vous, d'agrandir, sans savoir combien ça va coûter, ça irait mal. Bien, on est bien content de la place. Mais si vous agrandissiez chez vous, c'est parce que vous auriez identifié qu'il y avait un besoin, puis vous agrandiriez en fonction du besoin, puis vos moyens. On est à l'étape parce qu'on identifie notre besoin. Prochaine étape, ça va identifier comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là en fonction de la capacité. C'est vrai. Vous pouvez secouer votre tête comme vous voulez. Mais avant de mettre un prix dessus sur Rochereau, il faut quand même bien savoir de quoi on a besoin. Il y a un service qui est appelé à nos citoyens, qui est une bibliothèque. C'est vraiment en ce moment, c'est une centaine de milliers de dollars dessus pour la rénover, pour la remettre sur tout ça. On n'a pas décidé ça un jeudi soir, relax, on se fait une bibliothèque. Il y a quand même une réflexion qui vient à ça. Je sais que ce serait fun de partir d'un débat entre quelque chose d'enflammé, mais il y a un besoin. On est tous des payeurs de taxes. On est tous très conscients de l'impact que ça va avoir. Maintenant, vous auriez avoir un débat public sur la pertinence d'avoir une école à Val-d'Aville. Je pense que
la majorité des gens s'entendent pour dire que la présence d'une école à Polytechnique, c'est incontournable. Et le coût qu'on a, et le coût de tout ça. On est quand même. Juste à dire le coût. Si je peux me permettre, je vais essayer de répondre aussi à la question de M. Net et à M. Rochereau. C'est pour ça qu'au point 2.3, on a un octroi de contrat à un consultant pour la construction de la nouvelle bibliothèque. Présentement, on est aussi dans le noir que vous. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait rien. Donc là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a engagé quelqu'un qui va nous faire un programme fonctionnel technique, qui va nous arriver avec des options, et à partir de là, quand on aura ces informations-là, là, on pourra parler de consultation, de budget, etc. Tout ce qu'on sait présentement, c'est qu'on a une subvention qui va dans les 60%. Puis, dans les premières étapes à faire, comme vous avez dit, comme Mathieu disait, si vous avez une rénovation à faire chez vous, vous allez probablement engager un contracteur qui, avant de l'engager, va vous faire une soumission. Puis quand vous allez avoir la soumission, vous allez décider si vous allez de l'avant ou non. C'est là qu'on est présent. Et si je peux me permettre d'ajouter, au sujet du PTU, là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Le PTU, là, c'était pas un plan d'aménagement, c'était un plan particulier d'urbanisme. C'était pour définir les besoins de la municipalité et ça donne des orientations. À l'intérieur de ça, il y avait un croquis qui proposait différents aménagements, mais c'était davantage pour définir une vision du développement du cœur du village. Et à partir de ça, il y a des orientations qui sont prises. Donc, il y avait ce qui a été défini comme besoin, il y avait effectivement toute la question là, des jeux pour enfants, il y avait toute la question des différents zonages commerciaux, et c'est pour ça qu'il y a eu des interventions faites en ce sens là, pour mieux définir le zonage. Et donc, ce n'était pas un plan d'aménagement des bâtiments municipaux, ce n'était pas ça, c'était des orientations. Donc, Madame la mairesse, si vous permettez, je pense qu'on vient d'avancer d'un pas. Si ce que vous nous dites, c'est que la consultante qui va être engagée, ou qui est engagée, je ne sais pas, pour préparer le concept, on va savoir de quoi on parle après ça. C'est l'objectif, exactement. Voilà, exactement. Alors, est-ce que... On commence par l'établissement des besoins. Oui. Alors, est-ce que vous vous engagez à respecter ce qui avait été dit lors de la présentation du PPU? Mais ce qu'on s'engage, on a toujours fait, c'est qu'on fait le suivi par rapport aux propositions qui sont faites. Là, dès qu'on va avoir de l'information, on va la transmettre à la population. Voilà, c'est ça. La transmettre à la population et qu'il y ait un échange d'informations, de commentaires ou d'appréciations qui soit fait entre les deux parties pour qu'on puisse savoir où on s'en va avec ça. Jusqu'à maintenant, dans tous les projets qu'on a menés, que ce soit pour le débarcadère, que ce soit pour toutes les les doudans. Non, mais on essaie d'être le plus transparent et de communiquer le plus d'informations possible. Puis on poursuit dans cette voie-là parce qu'on s'est engagé pour une saine gouvernance. Si vous répondez aux demandes de M. Rochereau et à mes demandes, vous pouvez être sûr que vous faites un bon. Ça va être un bon travail et une bonne étape de franchir. Bonsoir, Mme Landry. Est-ce qu'il y avait d'autres gens pour la période de questions? On est rendu à la fin de la liste, donc les gens qui veulent s'ajouter peuvent venir. Mais par contre, il y a une heure limite à la période de questions, puis il reste 15 minutes à la période de questions. Les questions sont pas là. D'abord, je voudrais féliciter Mme Charpentier pour son année passée et pour le travail qu'elle a fait. Concernant la sécurité des commerces, à qui on doit concernant la sécurité au niveau des commerces, à qui on doit s'informer à la municipalité? Est-ce que vous pourriez préciser votre question, sécurité au plan du commerce? Ah, la sécurité. La sécurité quand quelqu'un démarre un commerce. Est-ce que ça a des escaliers, ça a besoin d'une rampe ou pas? Vous avez d'autres questions? Posez-moi vos questions, on va y répondre. Puis, concernant les toilettes publiques, j'ai remarqué que l'autre soir, à la vigie,
Montargis, la rencontre qu'il y avait pour Jules Boutin, il y avait des parents qui étaient là, qui étaient au parc. Les enfants voulaient aller aux toilettes, il n'y avait aucune toilette de disponible. À quel parc? Le parc de Saint-Francis, là, ce que les balançoires. Où il y a une place pour aller aux toilettes. La gare, c'était fermée. L'église était ouverte. Oui, bien, l'église est ouverte. Tu sais, il y a des petits bouts de 3-4 ans, là, il n'y a pas de toilette publique. Peut-être c'est prévu éventuellement, mais il n'y a pas de toilette publique, mais au niveau du parc, quand la gare est fermée. Du PPU. Je ne sais pas dans quel où ça rentre, mais c'est le réseau. Donc, la sécurité des toilettes, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, c'est tout. Parfait, merci. Pour la question de la sécurité des bâtiments, c'est le service d'urbanisme. Donc, vous appelez le service d'urbanisme, mais il y avait des règles appliquées par la Régie du bâtiment du Québec. Dans le fond, votre question, c'est concernant une rampe d'accès pour accéder au bâtiment, ou est-ce qu'il y a une... Parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de rampe d'accès. Chez nous, dans nos maisons, en arrière, vous trouvez sur une rampe d'accès où on marche là-bas. Et c'est très dangereux. En fin de semaine, j'étais là, il y avait une personne qui était là avec une canne pour marcher, c'était très dangereux. Une main courante. Une main courante, une rampe. En fait, c'est que pour le commerce que vous parlez, je pense que vous aviez déjà adressé votre adresse. Oui. Donc, en fait, pour le commerce en question, les règles de la Régie du bâtiment sont respectées, là, parce que ça prend une certaine hauteur pour être obligatoire d'avoir une rampe. Mais quand même, on a communiqué avec les propriétaires pour lui signifier là, que les demandeurs qui avaient été signifiés à la municipalité, mais là, une fois que les règles sont respectées, c'est de la sensibilisation directement de la part des citoyens aux commerçants. J'ai hâte de voir cet hiver. Vous pouvez adresser votre commentaire, par exemple, au propriétaire du bâtiment. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne les toilettes, effectivement, les toilettes de la gare, il y a la question de l'ouverture et de la fermeture. Donc, c'est les employés des travaux publics et de l'autotourisme qui ferment et qui ouvrent des toilettes en soirée. On va s'informer. Ben, c'est sûr que ce genre de service-là est offert en fonction de nos ressources et de nos capacités. Là, puis on ne pense pas toujours, vu que c'était ouvert ici, on n'est pas. Habituellement, lorsqu'il y a des événements, on les fait ouvrir. Dans ce cas particulier-là, il y avait peut-être eu un manque. Là. Un événement citoyen aussi. Donc, mais dans la mesure du possible, on essaie d'ouvrir les toilettes. Monsieur Mann, merci. Dan. Oui. Est-ce que vous avez, juste une question comme ça, si vous avez un système d'inspection pour les fosses septiques à travers la parking? Oui, il y a en fait, les fosses septiques, on a l'obligation de champ d'épuration. Les champs d'épuration. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parce que là, juste quelques minutes, on va essayer de passer tout le monde. Les champs d'épuration, les fosses septiques, c'est pas l'obligation. OK. On va vous revenir avec ça. Bonsoir. Bonsoir, encore moi, Durand. Oui. En fait, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a une procédure citoyenne où on peut impliquer pour effectivement mentionner le phénomène? Et aussi, est-ce que, par exemple, quelles mesures citoyennes peut-on faire là, pour aider notre cause ici à Madame? Est-ce que vous avez... Là, j'ai besoin de précision. Je veux savoir si nous, en tant que citoyens, on peut vous exprimer ce que vous exposez ce soir. Est-ce qu'on peut officiellement faire une demande? C'est officiel. Vous venez de faire une demande, c'est officiel. Alors... D'accord. Et le suivi, ça se fait comment à ce moment-là? Ben, je vais je peux vous revenir je vais revenir à la séance subséquente. Parfait. D'accord. Et je l'ai mentionné également, en plus de dents, c'était aussi une demande. Aussi au niveau de la vitesse, donc les panneaux de circulation, je vais juste ajouter également. Parfait. Et est-ce qu'une pétition du voisinage peut également contribuer à notre demande? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je pense qu'on est sensibilisé à la question en ce moment. D'accord. On essaie vraiment d'objectiver parce
mesures d'atténuation de la circulation, ça nous est souvent demandé. Alors, nous, on n'est pas des experts, mais on travaille avec des gens qui ont plus d'expertise que nous. Alors, on essaie vraiment d'objectiver chacune des demandes, puis que chacune des demandes soit utilisée. D'accord. Merci. Donc, si je peux me permettre, justement, il y a beaucoup de demandes d'apaisement de la circulation, puis de modification de la vitesse sur le territoire. C'est en cours d'analyse, entre autres de diminuer la vitesse sur la plupart des chemins à 40 km/h. C'est quelque chose qu'on veut faire depuis une année maintenant, donc c'est un dossier qui est en cours. En ce qui concerne les pétitions, je pense que lorsque le Conseil est bien sensibilisé à la question, qui a été bien avancé, comme vous l'avez fait ce soir, on va l'évaluer au même titre qu'une demande faite par les citoyens, parce qu'effectivement, c'est un enjeu qui a été soulevé quelquefois, donc ça va entrer dans les demandes qui sont faites au Conseil. Merci. Monsieur Rocheteau? Oui. Je vais juste faire une petite réplique à ce qu'on a dit, parce qu'on m'a mis des mots dans la bouche. Oui, en même temps, je ne veux pas qu'on parte un Non, mais on m'a juste mis des mots dans la bouche. Là. Donc, vous avez précisé votre demande. Oui. Je veux dire, quand je parle du PPU, là, à Val-David, il y a une bibliothèque. Oui. Puis la bibliothèque qu'on parlait dans le PPU, c'est la même bibliothèque que vous parlez, que vous voulez démolir pour en partir une nouvelle. OK? Donc, il n'y a pas deux bibliothèques, il y en a une qui était dans le PPU qu'on nous avait présenté à ce moment-là. Okay? Il y a une bibliothèque à Val-David, puis c'est la même qu'on parle, celle que vous voulez faire, la nouvelle, puis celle qui est dans le PPU qu'on nous avait présenté à l'époque, c'est toujours la même, on parle toujours de la même bibliothèque. Okay? Donc, tantôt, vous m'avez dit qu'on ne parle pas du PPU ici. Mais c'est quoi pour vous le PPU? C'est ce qu'on nous a présenté. Oui, mais c'est quoi pour vous le PPU? C'est le projet qu'on nous a présenté. Nouvelle mairie, nouvelle bibliothèque, nouveau aménagement du parc, une place de théâtre, etc. C'est tout ça qu'on nous a présenté. J'ai encore des papiers à la maison chez nous. J'ai encore des papiers à la maison, puis on était ici, on peut assister à cette affaire-là. Donc, c'est écrit noir sur blanc sur papier. Je vais vous les amener à la prochaine session si vous voulez. Mais c'était très clair dans le document. Puis l'autre chose que je veux juste clarifier à M. Boutiette, je ne suis pas contre les projets. Je suis contre la façon qu'on fait les choses. Où on fait des affaires sans parler aux citoyens avant et sans consulter les citoyens. Je ne veux pas qu'on parte un débat. C'est une période d'intervention. On me met des mots dans la bouche et des intentions dans la bouche, alors que c'est pas ça. Je suis pas contre. On a compris. Je ne suis pas contre les choses, mais je veux que ce soit clair. Parfait. Je suis contre la méthode que vous prenez. Parfait, on a bien compris. Merci. Est-ce que vous avez une question? Oui, je vais en avoir une. Je voulais savoir, là, vous avez négocié une nouvelle entente avec le marché. Oui. On est rendu avec cette nouvelle entente-là. En fait, il y avait deux négos qui devaient se faire. Regardez la fin du contrat, parce qu'on voulait changer des choses par rapport au contrat initial qui avait été signé. Et on doit négocier une nouvelle entente. Et il y avait un comité de mis là-dessus, je pense que M. Boutiette siégeait là-dessus. Il y avait, je voulais savoir où on en était rendu à propos de ça. Il y a eu différents échanges avec le marché, il y a eu des propositions qui sont faites, et puis on est en train d'élaborer une entente qui va convenir aux deux parties. On a exploré différentes avenues, et le comité a fait des recommandations au conseil, on a évalué différentes avenues. La conclusion en ce moment, c'est que le marché est l'entité, l'organisme qui a la capacité d'offrir le meilleur service pour offrir un marché public à Val-David. On est donc en négociation avec, on travaille une entente de service avec le marché et on est en période de négociation qui est en cours. Et pour cette entente-là, on travaille également avec le ministère des Affaires municipales pour suivre leurs recommandations à cet égard. Voilà. Alors, si les questions sont terminées, la période de questions est terminée, je vais proposer la levée de l'Assemblée. On va les terminer. Alors, maintenant, 21h32, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.